Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. En direct, en public, l'angle commercial, les nouvelles approches de management. Le management se verticalise, il s'horizontalise, il est collaboratif, il est top-down, bottom-up. Bref, il y a des mots anglais, on n'y comprend pas toujours tout, mais on a beaucoup de chance puisque ce soir, c'est d'ailleurs la remise du prix du livre DCF qui vient d'être décerné. On a des auteurs charismatiques qui sont avec nous et avec ces auteurs, eh bien, nous allons essayer de les comprendre, ces nouvelles approches de management. Alors pour en parler, eh bien si vous suivez régulièrement notre émission, vous en connaissez le principe. Je vais tout de suite appeler deux de nos invités, Bruno Buffenoir et Agnès Murpoul. Venez donc nous rejoindre juste après le jingle. C'est parti. Les invités, Bruno Buffenoir, vice-président directeur général des ventes Hewlett-Packard Entreprise France et parrain du prix du livre DCF. Soyez le bienvenu. Et à vos côtés, Agnès Murpoul. Alors dans quelques instants, il va falloir tout répéter parce que tout le monde ne suivait pas le magnifique, la passion avec laquelle vous avez présenté à la fois votre aventure professionnelle et votre ouvrage. Et vous allez nous aider à décrypter un petit peu ces nouvelles tendances et dans ces périodes qui sont vraiment tristounettes et effectivement un peu anxiogène. Et à l'heure où on parle aussi de guerre économique, eh bien vous êtes une apôtre de la paix économique. On va en parler. Nouveau modèle de management. Bruno Buffenoir, bonjour. Bonjour. Merci d'être à la tribune de l'angle commercial. Alors vous managez une force de vente de 250 commerciaux, rien de moins. Alors on parle dans cette émission de nouvelles approches de management. Quand on est Hewlett-Packard, ça cogne, comme on dit, avec la concurrence mondialisée, de l'innovation, des business models qui sortent d'on ne sait où. Livrez-nous vos secrets, quelles sont les grandes lignes de votre stratégie commerciale? Alors en deux mots, si on voulait travailler par différence par rapport à tous les éléments que vous connaissez déjà, la grosse approche que l'on développe est une approche de leadership basée sur des projets et de la créativité plutôt qu'une approche de management hiérarchique, voire transversale. L'idée étant de se dire que, basé sur des nouvelles idées, des opportunités, eh bien, on va donner la possibilité à des collaborateurs de former des groupes qui vont mettre en musique extrêmement rapidement les idées qu'ils ont pu avoir et leur donner une vie concrètement au sein de notre réalité économique de Hewlett-Packard Entreprise. C'est la liberté totale, vous êtes en train de nous dire, j'ai un groupe, j'ai une idée, j'y vais, on vient vous voir et ça démarre aussi sec, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Alors, la liberté totale, non, parce que sinon ça finirait en anarchie organisée. Mais par contre, il y a effectivement un encouragement extrêmement fort et des véhicules qui sont donnés de manière à ce que des idées émergent et qu'on puisse donner l'opportunité très rapidement aux collaborateurs de se mettre en mouvement pour que cette idée se réalise. Nous sommes convaincus que finalement aujourd'hui ce qui fait la différence, c'est la capacité qu'on a à tenter et à essayer des idées très rapidement et de les concrétiser plutôt que de réfléchir pendant des semaines et des mois à savoir si c'est on parle ultime. Beaucoup de start-up, elles vont très vite, elles peuvent se réinventer, elles n'ont pas de grosses lourdeurs financières et de grosses masses salariales. C'est pour vous la réponse des grandes entreprises par rapport à cette fluidité des petites qui vont très vite par définition? Alors il y a une double réponse, c'est effectivement une forme de réponse. L'autre réponse, c'est de collaborer et de travailler avec les startups. Ce que l'on fait, on a lancé en 2014 un programme d'accompagnement des startups avec une promotion de 22 startups que l'on accompagne et qui nous challenge au quotidien et nous apportent leur complémentarité pour justement construire de nouvelles offres auprès de nos clients. Eh ben merci d'être avec nous dans quelques instants. Votre témoignage, mesdames et messieurs, Bruno Buffenoir. Merci d'être à la tribune. Et on peut... Alors, Agnès, bonsoir et rebonsoir pour ceux qui ont suivi et vous retrouverez sur DCF TV l'ensemble de la remise du prix du livre DCF. Agnès Murpoul, alors vous êtes une passionnée, vous êtes passionnante parce qu'on vous a écouté tout à l'heure parler de votre livre. On a très peu de temps, hélas, dans cet angle commercial. Je sais que parmi l'ensemble un petit peu des messages que vous aimez porter, il y en a un qui vous tient à cœur, c'est alors je vais le prononcer à l'anglaise, vous me corrigez, c'est le servant leadership. Le servant leadership, alors traduisez-le-nous, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée? Pourquoi est-ce du nouveau management? Alors c'est du nouveau... Ça marche? Oui, ça va marcher. C'est du nouveau management parce que, comme vous l'expliquiez, on a de plus en plus besoin de développer l'intelligence collective et ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi d'abord parce qu'on n'a pas appris à le faire
et que les leaders aujourd'hui ont besoin d'apprendre des nouvelles compétences et une nouvelle posture. Cette posture de servant leadership, c'est de se comprendre comme étant quelqu'un qui est au service d'autrui. C'est-à-dire de mettre tout en œuvre pour faciliter l'épanouissement, faciliter la réalisation, faciliter l'exécution d'un travail de très grande qualité, donner du sens là où c'est compliqué, savoir raconter des histoires, savoir accompagner, et ceci dans un accueil patient et tranquille. Vous parlez du temps, se redonner du temps pour penser, se redonner du temps pour explorer, pour créer. Et aujourd'hui, on est tellement guidé par des comportements automatiques. Dans le digital, il y a des menaces et il y a des opportunités. Il y a les menaces, c'est que ça va très vite et qu'on est un peu perdu. Il y a des menaces, c'est qu'on ne sait pas très bien, on est un peu perdu dans les usages. Mais il y a des opportunités extraordinaires. Il y a de la joie, il y a de l'optimisme, et puis il y a plein de choses à inventer pour le XXIe siècle. Le leader doit donc se réinventer. La sociologie a changé. Les jeunes qui aujourd'hui voyagent, font des études, n'attendent pas d'avoir 50 ans pour créer une entreprise. Ils créent à 22, ils traversent le monde, ils ont envie d'apporter des idées, de ne pas être freinés par des carcans. La liberté, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance, c'est avoir conscience qu'on est tous reliés. Et donc le servant leadership, c'est vraiment apprendre non seulement cette posture, mais aussi acquérir toutes ces techniques pour animer, ça s'apprend, c'est pas voilà, c'est pas inné, ça se travaille, c'est une technique de management pure et dure. Hein. Tout à fait, c'est plus que des techniques, c'est posture et technique. Ça s'apprend, ça s'expérimente. Savoir-faire, le savoir-être. Voilà, ça s'expérimente et c'est ce qu'on appelle l'ajustement créateur. C'est-à-dire que c'est aussi accepter qu'il ne se passe pas forcément ce qui est prévu, mais qu'on peut être gardien du cadre, un cadre voilà, qu'on va co-construire et qu'on va être intelligent ensemble. Eh ben, merci pour cette introduction. Mesdames et messieurs, Agnès Mirpoul. Allez, nos invités sont à la tribune. Je vais en appeler maintenant, si vous connaissez l'émission, deux autres. C'est l'heure du débat. J'appelle à la tribune Richard Comte et Céline Frontera en musique. C'est l'heure du jingle. C'est l'heure du débat et on va effectivement essayer de comprendre avec nos deux autres invités ces nouvelles approches de management. Soyez les bienvenus à la tribune de l'angle commercial. Alors, d'abord, les présentations. Donc, Richard Comte, vous êtes président d'ECF Rhône-Alpes. Vous êtes responsable national du prix du livre. Vous avez une lourde tâche. Ça ne doit pas être facile on a suivi vraiment la remise de ce prix. Choix déchirant parce que vous avez eu des poids lourds dans des poids lourds de l'édition managériale. Ça a été dur cette année, comme chaque année, j'imagine. Ce qui est dur, c'est toujours le jury, ce moment où on se réunit pour se dire, parmi ces 44 auteurs, parmi ces 44 ouvrages qui sont tous talentueux, lequel on va choisir. Donc c'est grâce, je dirais, à toutes les équipes du comité de lecture qui, tout l'été, au lieu d'aller à la plage, rédigent des fiches de lecture en disant j'ai aimé, j'ai pas aimé, qui surlignent des verbatims, que le jury finalement finit par se décider, après de quelques âpres discussions, et quelques coupes de champagne aussi, il faut le dire, on finit par mettre en avant, mettre en lumière 4 auteurs et 4 ouvrages. Vous êtes inspiré des nouvelles méthodes de management pour arbitrer, ça va peut-être pour l'édition 2016, il y aura peut-être de bonnes idées à prendre. Merci d'être avec nous à vos côtés, Céline Frontera. Alors vous êtes ethnologue d'entreprise et auteur de Révolution, la révolution étant entre parenthèses, donc évolution-révolution, collaborative. Vous vous retrouvez dans les propos introductifs d'Agnès Mirpoul. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou un angle un petit peu différent à ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit sur ces nouveaux modèles managériaux ? Alors, je me retrouve totalement. Bonjour Agnès, je suis ravie. Il y a deux femmes sur le plateau qui partagent vraiment la même vision. La parité est respectée au niveau de nos invités. Je me retrouve entièrement dans ces propos. Je suis d'abord très touchée d'avoir été lauréate parce que c'est mon premier livre. Moi, je viens du monde du terrain. Je suis universitaire de formation, mais femme d'entreprise, et j'ai dirigé une PMI d'industrie, de plasturgie, métallurgie. J'ai eu la chance de travailler pour un PDG qui était un homme exceptionnel, qui m'a appris à mettre l'humain au cœur de l'économie alors que j'avais une trentaine d'années. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais waouh. Alors j'avais cette chance d'avoir une petite boîte, donc j'avais la double casquette, gestion financière et RH. Et en fait, je me suis rendu compte que quand l'humain allait bien, les finances allaient bien et réciproquement. Et je me suis dit, vu l'évolution qu'il y a depuis le début des années 2000, vous avez parlé de cette évolution numérique, le temps se réduit, on est sur des choses, on est obligé de sortir du cadre, de réinventer ça, de se découvrir. Alors ça fait peur, beaucoup. Parce qu'on est obligé d'aller voir au fond de soi qui l'on est et ce que l'on a finalement à apporter
pour s'éclater. Vous l'avez dit, Agnès, on peut s'éclater dans son travail en se levant le matin. Le tout est de se rendre compte que dans une équipe, on est complémentaires et que chacun a son rôle à jouer. Mais pour ça, il faut aussi avoir une vision commune et une mission. Et ça, c'est la vision du dirigeant. Un capitaine de navire, il est indispensable sur un bateau, mais il n'y a pas que lui qui est indispensable. Pourtant, lui, il est indispensable, il faut qu'il donne le cap. Et il y a tout un travail à faire où chacun doit retrouver son rôle et sa fonction, découvrir ses talents personnels et les mettre au sein du collectif. Alors effectivement, je suis socio-ethnologue à la base et je m'appuie beaucoup sur l'ethnologie. Les sociétés traditionnelles, ils dépendaient de leur survie, que chacun mette ses talents au service du groupe et de la communauté. C'était vraiment une question de survie. Ça s'était perdu finalement. Complètement. Et dans nos entreprises, on l'avait perdu. Mais totalement, puisqu'on a segmentorisé, merci Taylor, avec l'Organisation scientifique du travail, ça nous a apporté des bonnes choses. Je ne remets pas tout en question. Dont le confort, sans doute. Un certain confort, peut-être. Moi, je viens du monde de l'industrie. Le process industriel, l'automatisation, le fait de faire les choses et d'optimiser dans un processus, dans la mentalité, dans la philosophie Toyota, en amélioration continue, des petites choses au quotidien, c'est vraiment important. Et pourtant, dans cette organisation, on peut remettre du cercle. Vous savez, les sociétés primaires, il y a l'élément masculin qui est le bâton et l'élément féminin qui est le cercle. On a juste oublié l'élément féminin dans notre société et je suis ravie que nous soyons 2 femmes pour en parler parce qu'il est temps de remettre du cercle, de remettre du féminin et pas des femmes, du féminin. Et c'est en équilibrant le tout et en permettant aux hommes et aux femmes de se redécouvrir, aux managers de se dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur des autres, il ne faut pas avoir peur des collaborateurs qui veulent prendre leur place, mais que chacun a sa mission et tout le monde n'est pas fait pour être leader. Vraiment. Alors on va parler de l'importance du management, parce que c'est vrai que dans cette émission, on pourrait parler de technologie, de la performance commerciale, d'organisation, de recrutement commercial. C'est vrai que le management, paradoxalement, on en parle peu. Et c'est vrai que si on regarde ces dernières années, le vocabulaire était très guerrier, l'organisation, etc. Alors est-ce que vous êtes en train de nous dire finalement, parce que c'est vrai que depuis ce soir, on parle de paix, on parle d'organisation, oui, est-ce que vous êtes en train de nous dire, ce sera ma première question, répond qui veut finalement, quelle est selon vous l'importance du management dans la performance commerciale en 2016, en quoi est-il différent? Vous parliez de survie, puisque là c'est des mots importants. En quoi est-il fondamentalement différent en 2016 avec ce monde, on parle de disruption, vraiment de changement de modèle fondamentaux. En quoi est-il vraiment différent? Qu'est-ce qu'il va falloir apprendre? Aidez-nous vraiment à décrypter, donnez-nous le kit de survie finalement par rapport à ces nouveaux modèles de management. Qui veut témoigner? Qui veut répondre? Est-ce que je peux vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines au sein d'une entreprise? Vous avez au moins 45 secondes, donc on est confort. On est confort. J'ai rencontré des commerciaux d'une entreprise industrielle qui m'ont dit écoutez, nous, on ne sait plus comment faire avec notre direction, une entreprise qui a 30 ans, qui est une vraie pépite, parce que quand on leur dit que le marché change, que les donneurs d'ordre ne sont plus les mêmes, qu'au niveau des salons, ce n'est pas les bons produits qu'on nous donne à afficher, eh ben on nous répond franchement, vous êtes des mauvais commerciaux. Ouais, alors merci pour effectivement. Alors oui, effectivement, 45 secondes, c'est ça? Oui, c'était non, mais je pense que ça fait moins. Du coup, vous avez... Alors, qui veut réagir par rapport à justement? C'est important d'écouter les gens de terrain. Bien sûr, donc s'adapter. Alors, réaction par rapport à cette histoire. C'est extrêmement intéressant et ça vient en résonance par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de capitaliser sur les idées des collaborateurs. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé, et j'ai bien aimé le terme qui a été employé tout à l'heure de partenaire manager, c'est la notion de confiance. C'est qu'aujourd'hui, on doit absolument, dans cette période de grosse révolution, donner confiance aux personnes qui doivent faire face à ces enjeux et qui doivent apporter des solutions et qui doivent aider finalement pas à pas à reconstruire des approches, à construire de nouvelles approches. Et ça, c'est vraiment ce qui est... C'était facile finalement de laisser nos managers appliquer des méthodologies. Ouais. À la limite, de dire c'est le patron, je fais ce qu'il me dit. C'était finalement à la fois face... oui, c'est ça. Là, on est dans quelque chose de complètement différent où il faut vraiment capitaliser sur l'humain pour arriver à avancer. Et sur les qualités de chacun. On voit bien l'idée, Agnès Murpoul. Moi, je voudrais compléter avec 2 idées. La première, c'est faire confiance au rôle des émotions. Il y a un formidable chercheur qui s'appelle Antonio Damasio qui a écrit L'erreur de Descartes. Pendant longtemps, on a cru que nous étions rationnels et on s'est coupé vraiment une partie de notre richesse intérieure. Je pense que le manager d'aujourd'hui ne doit pas avoir peur de la dimension émotionnelle.
de la dimension du fait qu'on exprime des doutes, qu'on explore, et qu'on va faire de la divergence avant de faire de la convergence. C'est-à-dire de ne pas avoir peur que ça parte un peu dans le chaos. Oui, c'est ça, c'est la théorie du chaos, j'allais le dire, hein, c'est vraiment la théorie du chaos. On déconstruit. On ne peut pas créer sans confrontation, sans déconstruction, sans exploration. Et c'est biologique. C'est un principe de biologie, de survie, comme vous le disiez. Donc ça veut dire que le manager doit être tranquille par rapport à ça. Il ne doit pas avoir peur. Il doit par contre savoir ouvrir et savoir refermer. Et savoir tester et regarder. Il doit développer aussi des compétences simples qu'il a d'observation. Et faire confiance, c'est aussi savoir faire des feedbacks aux personnes en étant tranquille, en regardant ensemble les faits de ce qui se passe. C'est-à-dire, est-ce que ça marche? Est-ce que le client accepte un usage? Est-ce qu'il y a une ergonomie qui marche? Est-ce qu'on a envie de l'utiliser? Ou est-ce qu'on n'a pas envie? Et en se faisant confiance mutuellement. Et c'est vraiment la confiance doit devenir quelque chose de concret. Arrêtons de faire des chartes de valeurs sur les confiances, parce que là, ça ne marche pas. Vivons-la, et puis regardons ensemble. Alors regardons, c'est vrai. Alors effectivement, moi je est évidemment sous le charme, hein, à la fois des idées, des valeurs, parce qu'elles correspondent évidemment à des valeurs humaines qu'on a tous envie d'avoir. Vous parlez vous-même de paix économique. Alors certains l'ont terrorisé, vous voyez, théorisé, pardon. Et par exemple, on parle je sais pas, de management transversal, j'ai envie de me retourner vers vous, Richard Comte, vers de management transversal, de management cellulaire. Ok, mais demain on rentre dans son entreprise, on a beaucoup parlé de PME aussi dans les ouvrages de ce soir présentés. Le patron de PME rentre dans sa boîte, est-ce que tout ça c'est pas un peu utopique, Richard ? Alors, c'est vrai qu'on peut penser que c'est un effet de mode, on en parle beaucoup, on lit beaucoup de choses dessus, mais si on se replonge un petit peu dans le passé, il y a 35 ans en arrière, Jean-François Zobrist, PDG d'une usine métallurgique qui s'appelle Favi, décide de mettre en place un management basé sur la confiance, d'accord ? Il remet l'intégralité du carnet de commandes et de la relation client aux équipes de production, il supprime tout type de contrôle. En moins de 10 ans, l'entreprise est devenue leader du marché de l'accessoire automobile. 25 ans, 90, Valcorp, qui est un éditeur de jeux vidéo aux États-Unis, est créé sous une forme où il n'y a pas de management, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que chacun des salariés participe au recrutement et chacun des salariés décide dans quel projet il va s'investir. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la production, la capacité de production de cette entreprise-là, on est largement au-dessus de ce qu'on peut trouver chez Google ou chez Amazon. Voilà. Autre exemple, un peu plus près de chez nous, Sogilis, qui est une PME grenobloise qui emploie 20 personnes, qui est spécialisée dans les systèmes et les logiciels. A mis en place dès sa création un système de management où l'homme est au centre du réacteur, au cœur des préoccupations. C'est-à-dire chaque équipe de Sogilis travaille comme une petite BU, voilà, et chaque personne qui travaille dans cette équipe-là est décidaire ou peut être décidaire, voilà. D'autres exemples encore, on a Esprit 33 qui est une entreprise américaine qui fait du logiciel. À Esprit 33, les négociations de salaire, les remises de primes sont mises au vote des salariés. Voilà. D'autres exemples, on peut en trouver de buzz autour de. On peut en trouver plein comme ça. Donc alors vous nous dites c'est pas utopique, c'est au contraire des leviers de développement, parfois comme aussi. Hein, je dirais que pour moi, le point commun de l'entreprise, c'est une indéfectible confiance en l'homme et en sa capacité à mettre en place des systèmes d'intelligence collective. À se réinventer et on s'aperçoit in fine que sur ces quelques exemples, il y en a plein, ces entreprises sont viables et elles sont énergétiques. Voilà. Ok, alors maintenant, question concernant le patron traditionnel. Hein, les Anglais parlent de management top-down, hein, tout vient d'en haut, on suit les ordres. On est sur des modèles calqués finalement sur des modèles militaires. Hein, le mythe aussi du chef parle des valeurs masculines. Pour le coup, on est à fond dans la caricature. Est-ce que ce patron-là, qui existe encore beaucoup, ça reste le modèle ultra dominant dans nos économies occidentales? Alors, c'est pas une grosse perte de responsabilité voilà, qu'est-ce qu'on leur dit à ces patrons-là?
Rien, ils sont déjà morts. Qu'est-ce qu'on leur dit? Je crois que ces patrons-là, aujourd'hui, savent bien qu'il y a des choses à modifier, mais ils ont très peur parce qu'on leur a appris des choses et on leur a dit appliquez-les, ça fonctionne. Et ce qui fait très peur, c'est qu'on voit que depuis une dizaine d'années, ça fonctionne plus si bien que ça. Mais ce que vous disiez très bien tout à l'heure, monsieur, il faut apprendre vraiment à surfer. On nous a appris, moi quand j'étais directrice d'industrie, on faisait encore des plans prévisionnels à 5 ans. Et puis au bout de 2 ans, on les a fait à 3 ans. Et puis à 6 mois, on ne voit plus rien aujourd'hui. Donc on peut plus se projeter. On peut se dire, on a une vision. On sait où on veut aller. En revanche, le comment on veut aller, il faut apprendre à se faire confiance. Et ça, c'est un vrai travail individuel et personnel. Il faut lâcher beaucoup de peur parce que depuis toute notre petite enfance, dans le système scolaire, on nous apprend à obéir. Hein. C'est bon ou c'est pas bon, t'as 20 ou t'as 0. Et on est dans une société très duelle. Et il faut sortir de ça. Et tout le défi, c'est justement de réapprendre à se faire confiance. Et je dirais qu'il n'y a pas de méthode pour ça. Alors, il n'y a pas de méthode, oui, allons-y. Enfin, même question, même remarque. L'école de management, Dominique Steller et Loïc Roche, qui est le directeur de l'école, nous avons créé une chaire. Une chaire sur la pleine conscience, le bien-être et la paix économique. Oui, c'est ça, la pleine conscience. On est très très loin du monde du management. Si j'ai bien compris, c'est une des techniques qui, au départ, vient des techniques de méditation. Des techniques de méditation qui ont été vraiment utilisées, le développement de la technique par John Kabat-Zinn aux États-Unis, qui est un médecin, mais qui aujourd'hui quitte le monde de la médecine, continue dans le monde de la médecine, mais arrive dans le monde du travail. Nous avons 7 patrons. Nous avons des patrons de MMA, nous avons des patrons de HP, nous avons des patrons de Arémon, nous avons des entreprises qui sont en compétition, qui sont autour de la table avec nous. Nous avons des gens du CJD qui ont suivi des programmes d'apprentissage de la pratique de pleine conscience qui permettent de se mettre en contact avec ses pensées, ses émotions et ses ressentis. Et les résultats sont extraordinaires. Ces patrons disent, en nous mettant nous-mêmes davantage en contact avec ça, nous sommes en meilleure capacité d'ouverture et d'acceptation d'idées d'autrui. Et ça marche avec les TPE. Nous avons des décisions avec une pensée élargie. Et nous avons une diminution de notre stress. Les patrons expriment qu'ils sont très stressés. Et ce stress, c'est la première fois finalement que des patrons osent dire qu'eux-mêmes se sentent en limitation aujourd'hui par rapport au monde contemporain. Le fait de pratiquer, de ne pas avoir peur de ralentir pour accélérer, permet à des patrons de retrouver leur pleine capacité pour prendre des décisions qui sont difficiles aujourd'hui, parce que face à ces incertitudes, eh bien, si on est épuisé, on ne peut pas les prendre. Donc c'est vraiment le lâcher prise. Et surtout, c'est pas facile forcément de se mettre en contact avec ses pensées. Se mettre en contact avec le fait qu'on a peur, c'est pas toujours évident. Attention de croire que la pleine conscience, c'est un monde de bisounours où tout va devenir facile. Mais c'est oser ralentir pour pouvoir s'ouvrir à l'expérience. On voit bien de nouveaux leviers. Alors, on va dans quelques instants, je vais vous montrer un petit document. D'ailleurs, je devrais vous piquer un micro pour que nos amis puissent en profiter. Mais ce sera ma dernière question avant de vous faire écouter un petit document. Est-ce que ces nouveaux modèles managériaux sont une résultante des changements de comportement ou aussi des attentes des nouvelles générations? On a évoqué quelques causes. Il y a évidemment la concurrence, mais les nouvelles générations, est-ce que c'est elles qui... Quelle est pour vous la cause principale? Je ne sais pas qui veut témoigner. Bruno. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la manière dont on le vit, en tout cas, c'est une réelle volonté de modifier notre approche. Et ça intègre, de fait, les nouvelles générations et leur nouvelle façon de fonctionner. Elles ont clairement, de par leur finalement contact avec le digital depuis l'origine, une capacité à travailler ensemble sans même se connaître, qui dépasse complètement ce que nous on avait l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. J'ai constaté ça récemment avec ma fille qui est en université, fait des projets avec une dizaine d'universitaires de différentes origines et de différents lieux, sans les connaître, et ils contribuent à un seul et même document qui est produit et qui va être de l'intelligence pure collective. Aujourd'hui dans l'entreprise, encore même chez HP, si on ne connaît pas son interlocuteur... Le fameux « il faut qu'on se voit ». Voilà, eh bien on a encore du mal. Donc ça, on l'intègre dans le mode de fonctionnement. Cela étant, c'est complémentaire à tout ce que l'on vient de se dire. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il faut malgré tout donner de la place à la créativité, remettre l'humain au centre, faire émerger les idées, et le collaboratif, finalement, sublime tout ça.
Alors justement, vous me tendez une super perche parce qu'on va maintenant écouter le témoignage de Sylvain Pierre. C'est un extrait d'une conférence d'un TEDx, ça dure 53 secondes. C'est un jeune centralien qui est entrepreneur et qui justement essaie de libérer son entreprise. Alors je vous propose de le regarder notamment à l'antenne de DCF TV. C'est parti. Comment on libère une entreprise? Eh bien pas avec des manuels. D'ailleurs, il n'y a pas de manuel pour faire ça. Alors on avance à tâtons. On teste, on itère, et on fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Comme ce jour, on a eu la brillante idée de dire « fini les managers ». Sur le papier, ça avait l'air d'un vrai plan. Et mais voilà, le problème, c'est que les managers, c'est pas seulement un symbole. Devenir manager, c'est une évolution de carrière. C'est un statut social. C'est la promesse d'un gros salaire. Les managers, ils sont censés aussi représenter ce leadership dont on a tous besoin. Sur les salaires aussi, on ne pouvait pas faire comme tout le monde. Alors on a dit, chacun va décider de son salaire. Et ben voilà, chacun va décider de son salaire. Ça a été évoqué tout à l'heure. Moi, j'aimerais aussi, on a parlé du management, j'aimerais aussi qu'on parle dans cette émission de middle management, son rôle aujourd'hui. Ok, j'ai un patron, je veux piquer sa place, c'est un peu la caricature. Avant, voilà, j'avais le patron qui gardait son poste, le sous-chef qui n'avait qu'une envie, c'est de devenir le calife à la place du... Aujourd'hui, les choses évoluent, elles doivent évoluer, elles peuvent rester pareilles. Comment voyez-vous, quel rôle et quelle place pensez-vous que dans cette nouvelle organisation, le middle management va devoir avoir? Dans le management traditionnel, le chef, c'est celui à qui on doit obéir. Donc encore une fois, l'ordre vient d'en haut et il y a l'exécutif en bas. Je différencierais ça avec le leader. Le leader, c'est quelqu'un qui va insuffler, qui va révéler les talents de son équipe. Et c'est un vrai métier à part entière. Le mois qui vient de s'écouler, j'ai encore rencontré 2 entreprises qui avaient des expériences pas très glorieuses. Et pour l'une, ça s'est soldé par le licenciement de son meilleur commercial qui était devenu directeur commercial, mais qui n'avait pas la capacité. Sauf qu'à partir du moment où vous donnez le statut et le salaire à quelqu'un, c'est très difficile de revenir en arrière quand vous n'êtes pas posé la question en amont. C'était pas quelqu'un qui était fait pour le management. Lui, il était super efficace sur le terrain. Bilan des courses, ils ont perdu leur meilleur commercial et ils ont galéré pour structurer leurs équipes. Donc, je crois que ça aussi, c'est encore à réinventer. Encore une fois, Agnès dit juste quand elle dit qu'il faut toucher les émotions. Maintenant, comment le réinventer? Et j'y tiens. L'approche que vous avez, elle est très bonne et je la connais, mais il n'y a pas que celle-là. Et je crois que le danger, c'est de se dire... on a la recette miracle. Et je crois pas. Et je crois qu'à chaque entreprise, il faut avoir l'humilité à chaque fois de se dire qu'on arrive devant une page blanche parce qu'il y a l'histoire d'une entreprise, il y a les dirigeants, il y a ses salariés. On a parlé tout à l'heure de jeunes et de jeunes générations. Oui, mais les seniors sont capitaux et en France, on ne capitalise pas assez sur l'expérience des seniors et faire travailler ensemble des jeunes qui sont pleins d'énergie et qui ont des idées nouvelles avec des gens qui ont de l'expérience de terrain, qui ont vécu. On en ressort des équipes très soudées et qui ont une créativité incroyable. Donc c'est tout ça, mais tout ça, ça dépend de l'entreprise. Et on ne peut pas appliquer une recette miracle partout. On ne peut pas appliquer une recette miracle sur ce même sujet. Oui, je voudrais juste compléter peut-être. Je suis parfaitement en phase avec ce qui vient d'être dit. On parlait tout à l'heure du parallèle avec le jeu. On est de plus en plus dans une approche de jeu de rôle. Et finalement, quel rôle a-t-on envie de jouer au quotidien dans l'organisation? Et lorsqu'on est le patron de l'entreprise, eh bien, on a tout un tas de responsabilités de représentation, par exemple, de dialogue social, ce genre de choses. Quand on est un manager première ligne, pour l'appeler comme ça, eh bien, on a un rôle de parrainage, d'accompagnement des équipes. On joue un rôle complètement différent à l'intérieur de l'organisation. Et en fonction des projets et des idées que l'on peut avoir, eh bien, ce rôle en plus peut évoluer en étant plus ou moins en avant, plus ou moins dans une fonction de leadership. Je pense que c'est vraiment sur cette notion qu'il faut capitaliser et démontrer à l'ensemble des collaborateurs que le rôle peut être différent et que de fait, on n'a pas forcément envie de jouer tous les rôles. Quand on a un panel d'experts comme ça, je pense qu'on est très gâtés ce soir à l'antenne de l'angle commercial. On a envie de vous garder des heures.
Malheureusement, une émission ne dure que 26 minutes. Il nous reste en gros 4 minutes. 4 minutes Z4, ça vous laisse en gros chacun 1 minute. Alors moi, je vais terminer, je vais sortir un peu du cadre des questions qu'on m'avait préparées pour aussi parler de jeux. On a parlé de gamification. Allez, un petit jeu de rôle. Non, je vais tous vous transformer en consultants, à l'usage notamment des PME, parce que c'est vrai que les grandes entreprises, elles ont les moyens de s'offrir parfois les conseils. Certains d'entre vous êtes consultants et je crois que ceux qui ont la chance de bosser avec vous sont gâtés. Maintenant, la PME, le patron, seul, le nez dans le guidon souvent, l'indépendant, il aurait envie aussi de profiter de vos conseils. Alors je vous propose en dernier tour de table peut-être, alors soit de résumer peut-être les idées forces que vous avez évoquées, donnez-nous un kit de nouveau management à l'usage des PME. Dans cette boîte à outils, dans ce kit, quelles sont les composantes, les outils, les bonnes pratiques que vous avez envie de mettre, et ceci à quelques semaines de Noël, dans la hotte du Père Noël de la PME. Qu'est-ce que, mesdames et messieurs les experts, vous allez mettre? C'est le dernier tour de table de l'angle commercial. Qui commence? Une dame. Allez, c'est pas facile. C'est un exercice de style qui est toujours difficile de faire une synthèse. Je crois que le patron de PME, c'est quelqu'un de très engagé, très courageux. Je pense que l'approche, c'est de se poser la question, quel est mon projet et de quoi ai-je besoin pour faire réussir ce projet? De quoi ai-je besoin comme complémentaire? C'est pas facile de choisir son numéro 2 quand on crée une société, son numéro 3, son numéro 4. Parce que surtout, on a la main, on a plein d'énergie, plein de passion. Mais se poser la question du complémentaire et se poser la question de qu'est-ce qu'on va co-créer ensemble. Donc créer un espace, en fait, où chacun doit pouvoir donner le meilleur. Et donc, vraiment, le conseil, c'est quel est mon complémentaire et pas avoir peur du complémentaire. Pas oser quelquefois ne pas choisir son clone, choisir quelqu'un qui est peut-être très différent, parce qu'il va apporter un autre regard, faire des pas de côté, et que ça peut vraiment très bien marcher. Chose simple, quel est mon complément, quels sont les complémentaires qui peuvent m'aider à réussir dans ce projet? Je crois qu'il me reste à vous remercier, mesdames et messieurs. Agnès Myrpoul, vous êtes professeure et responsable pédagogique à Grenoble École de Management, et vous êtes auteur d'un ouvrage que je recommande fortement, du petit traité d'impertinence constructive. Mesdames et messieurs, Agnès Myrpoul, merci d'avoir participé à cette émission. Suite des conclusions, allez, qui s'y colle? Un homme peut-être pour jouer l'alternance, puisqu'on a une belle parité. Bien, Richard moi, Comte. je vais aussi prendre un exemple vécu. Je suis directeur associé d'un cabinet de management de transition basé à Rhône-Alpes. Et quand on place chez nos clients des dirigeants, pour diverses raisons, que ce soit des besoins de retournement, d'excellence ou simplement remplacer un dirigeant absent, on place des gens qui ont des compétences et qui n'ont pas d'enjeu de pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, un vrai problème d'entreprise, c'est l'enjeu de pouvoir. Il nous limite dans notre capacité de leadership. Et je pense que le premier travail que doit faire un dirigeant d'entreprise, que ce soit PME, PMI, c'est de savoir recruter les gens qui vont amener du leadership dans l'entreprise. Voilà. Et c'est une très belle conclusion. Mesdames et messieurs, Richard Comte, président des DCF Rhône-Alpes, responsable national de ce magnifique prix du livre. Ne changez rien, il est formidable ce prix. Allez, suite des conclusions. Moi, j'ai envie de mettre un mot dans la hotte du Père Noël, c'est le mot confiance. J'ai envie de dire aux dirigeants de PME, faites-vous confiance. Ayez confiance en votre projet, ayez confiance dans vos équipes et faites en sorte de trouver le moyen de révéler leurs talents. Ayez confiance dans vos clients, ayez confiance dans vos fournisseurs, dans vos partenaires. Vous êtes tous dans la même équipe et vous jouez tous le même rôle, enfin avec des fonctions différentes, mais en tout cas vous œuvrez dans le même sens, et même si ça bouge, n'hésitez pas à co-construire ensemble, à faire travailler ensemble. Souvent on a peur de mettre ses clients avec ses fournisseurs. Quand on a peur, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Si votre client et votre fournisseur vont directement travailler ensemble, c'est que vous n'avez aucune plus-value à leur apporter. N'ayez pas peur de jouer la complémentarité, parce que parfois, quand vos clients ont un besoin, le fournisseur vous dit « Ah ben vous savez, loi de Pareto, on connaît que 20% de ce que font les autres, mais en fait, nous, on est en train de développer un nouveau produit qui peut vous aider, et vous trouvez votre place là-dedans. » Donc, ayez confiance. Après, des boîtes à outils, on peut utiliser plein d'outils pour développer ça. Mais le maître mot, pour moi, il est dans la confiance. Eh bien, merci de l'usage de l'ethnologie pour doper son entreprise. Je recommande également votre ouvrage. Merci Céline Frontera, donc l'auteur de Révolution collaborative. Merci beaucoup. Alors vous êtes le parrain de cette édition, c'est tout à fait logique, monsieur le parrain, de conclure. Eh bien, ça va pas être facile d'avoir la conclusion des conclusions. Eh bien, le micro est à vous. Merci beaucoup.
Peut-être un mot sur l'opportunité et l'ambition. On a parlé de transformation digitale. On a aujourd'hui devant nous une capacité à positiver sur toutes les opportunités qui sont créées grâce à cette révolution digitale qui se présente à nous. Et qu'on soit une petite PME, qu'on soit une entreprise individuelle ou un grand groupe, on a les mêmes chances devant nous de pouvoir réussir, de pouvoir disrupter le marché et de pouvoir avoir de très grandes ambitions. Et tous les exemples de réussite en ce moment capitalistique, par exemple, le montrent. Il ne faut pas nécessairement être une entreprise de 70 ans pour exister sur le marché et exister très rapidement. C'est une chance absolument énorme qui est donnée aujourd'hui aux PME et je pense qu'il faut vraiment qu'elles l'intègrent au quotidien dans leur manière de fonctionner pour s'en donner les moyens. Je crois que vous nous avez tous les quatre convaincus. Merci très sincèrement Bruno Bouffenoir. Vous êtes vice-président, directeur général des ventes de Hewlett-Packard Enterprise et le parrain du prix DCF. Mesdames et messieurs, Bruno Bouffenoir. Alors, merci à tous les quatre. Une fois encore, merci aussi aux organisateurs de cette émission, de ce prix, parce que on est vraiment gâtés dans cette émission d'avoir de tels pédigrés, de telles analyses. Évidemment, j'espère que ce débat vous aura donné envie de prolonger la lecture, de la commencer aussi. Beaucoup d'ouvrages. Vous retrouverez l'ensemble des ouvrages en compétition sur le site DCF. Vous pourrez évidemment retrouver la totalité de cette émission, de l'ensemble des émissions déjà enregistrées, l'angle commercial, sur le portail dcftv.fr. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi 25. On sera en direct en public en fin de matinée. On sera dans les locaux du MEDEF et nous allons essayer de vous donner les clés pour réenchanter la fonction commerciale. Tout en programme. À très bientôt. Merci. À l'antenne de l'angle commercial. Au revoir.